Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Si A et B sont deux entiers, on appelle PPCM le plus petit des multiples communs positifs de A et B. Allez, prenons 12 et 15, le PPCM c'est 60. Vérifiez pas, j'ai passé l'après-midi à faire le calcul. Ce qui veut dire alors que tout multiple de 60 est aussi multiple de 12 et de 15. Mais pourquoi, me direz-vous, ce petit rappel de cette notion mathématique qui, pour la plupart d'entre nous, a sérieusement perturbé notre adolescente collégienne? Eh bien parce que l'autre soir, en regardant les informations devant mon poste à tube cathodique, ben oui, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas encore fait le pas pour une télé à écran LCD, je me disais que la crise dite des gilets jaunes avait au moins ce mérite de matérialiser le PPCM de notre société hexagonale. Notre plus petite colère commune se résume à une montée de fièvre dès que le prix de l'essence prend lui aussi des voies ascensionnelles. Pas pour la défense du service public du transport ferroviaire, qui ce printemps a beaucoup pâti d'un manque de mobilisation générale. Pas pour les salaires, ni pour le maintien d'un système de retraite par répartition, alors que celle à point nous est promise dans les 5 ans qui viennent, ni d'ailleurs pour la hausse du niveau d'encadrement enseignant dans le système scolaire. Non. Notre PPCM sociétal, c'est l'obtention d'un pétrole moins cher. Ça n'est pas non plus pour une volonté commune d'humaniser les conditions de détention dans les prisons françaises que l'on se mobilise. Pas pour une revendication de meilleures conditions de logement, ni pour une remise en cause de la logique du marché, cette logique de marché complètement hors sol qui nous livre de plus en plus aux dérives suicidaires d'une finance internationale déréglée et d'un capitalisme fou. Non, point de tout cela. Pour peu que l'on puisse gaver nos réservoirs automobiles jusqu'à plus soif et pour pas cher. Alors quoi dire et quoi penser de cette journée de colère pétrolière annoncée pour demain? Que l'on a les colères collectives que l'on mérite, ou après tout que tout bloqué, mais il en restera peut-être quelque chose. Faut bien commencer quelque part. Quand il y a de la révolte, il y a toujours de l'espoir. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Caramel Mou saison 30, l'émission qui aura lieu ce soir sous le regard et la présence attentive de Jean-Pierre Lérac, notre caution morale et artistique. Ce soir, il n'a rien à dire, mais il est venu voir ce qui se passait dans ce petit studio. Dans un instant, Manu Pomar nous dressera un panorama de la 8e édition de Global Techno. Vaste raout mêlant musique, graphisme, photographie, mode, art visuel et numérique pour une traversée sensorielle, visuelle et sonore de la techno. Manifestation à voir et à écouter au SIAM, Université Jean Jaurès et partout ailleurs en ville jusqu'au 18 décembre. Et ensuite, je recevrai Fabienne Duscoms avant son concert de tout à l'heure à l'Impro. Ça commencera à 20h30 et il y sera en quartet. Excellente occasion de faire plus ample connaissance avec ce batteur bigourdan, pilier du jazz d'ici et d'ailleurs, à travers quelques albums tirés de sa discothèque personnelle et puis accessoirement de la mienne. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Monté vers 2013 par le chanteur togolais Peter Solo, installé à Lyon, ce chanteur depuis une quinzaine d'années, Vodou Game célèbre l'afro-funk des années 70, pratiqué par des artistes du Togo et du Bénin
est dédié à la culture vaudou. Musique plutôt syncopée, énergique et flamboyante, ancrée dans la tradition vaudou et biberonnée au funk des Jibis. Voodoo Game vient de sortir un 3e album enregistré au Togo dans un vieux studio de Lomé, le studio Otodi, qui donne le nom à l'album. Tout en analogique, album plutôt formidable, retrouvant le son de cette afro-funk des 70s et doublé d'une dimension politique et d'un discours contestataire plutôt assumé. Tata fatigué de travailler toute la journée pour gagner la misère. Extrait d'Otodi, nouvel album de Voodoo Game, c'est Caramel Mou, 823e numéro, et c'est tant mieux. Caramel Mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon?
Ouais, toujours Joe Kangourou, toujours Caramel Mou, et vous êtes toujours sur Radio Campus. Et le premier à intervenir ce soir, c'est Manu Pomar. Bonsoir. Bonsoir à tous. Manu Pomar, souvenez-vous, il était là pour le premier numéro de cette année, et donc depuis le début de l'année, il est en charge de la partie art plastique, on va le dire comme ça, art contemporain, visuel. Art visuel aujourd'hui, enfin art quoi, c'est la partie art de ce programme. Il en fallait une, c'est Manu Pomar qui s'y colle avec ce soir une manifestation qui mêle plein de choses. Ouais, je vais parler de deux manifestations. Ah ouais. Justement, il y a un peu une concordance des temps sur la scène toulousaine avec deux expositions, donc celle que tu as évoquée, Global Techno 8, à la fabrique Le Siam, à la faculté du Mirail. Enfin, Jean Jaurès, excusez-moi, ouais, ça a changé depuis. Je remets mes pendules à l'heure. J'ai pas fait mes études là-bas, c'est pour ça que je suis pas imbibé de tout ça. Imprégné, pardon, non pas imbibé. imbibé, on le saura à la fin de l'émission. Soyons modernes. Et donc, une autre exposition qui a lieu aux abattoirs qui s'appelle Son et Vision, Sound and Visions. Waouh! Yes! En plus d'avoir quelqu'un qui nous parle d'art visuel, il parle anglais, ça va être formidable. On va dans pas cette aller émission. la prochaine chronique, je la ferai en anglais si vous voulez. Et cette exposition, elle est montée par la Bibliothèque des Abattoirs qui a la singularité de collectionner les livres d'artistes et depuis quelques temps s'est mis à collectionner les disques d'artistes. Donc on a à la fois des disques, des pochettes réalisées par des artistes et aussi des disques, la musique produite par les artistes. Alors pendant que je visitais l'expo, j'ai entendu des réflexions du style « Waouh, on se croirait à la Fnac » parce qu'effectivement il y a des pochettes partout au mur. Mais si les Fnac étaient aussi bien achalandés, ça se saurait. Parce que surtout par les temps qui courent. Ces disques-là, je les vois rarement là-bas. Il y a 100 disques sont présentés. Certains sont accessibles à l'écoute, avec des bornes d'écoute, exactement comme dans ce type de magasin. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Donc c'est du vinyle exclusivement. Pas mal de disques, on va dire, de la scène locale. Un artiste comme Michel Cloup est plutôt mis en valeur, vu qu'il avait travaillé dès l'époque de Diabologum en prenant des artistes comme Glenn Baxter, qui est un Anglais qui fait des dessins réaliste, mais un esprit très dadaïste, avec des cow-boys qui parlent de Guy Debord au coin du feu, des choses comme ça. Et avec... il y avait Béatrice... Et Béatrice Utria pour le magnifique album 3, avec une photo crépusculaire. Et Béatrice et Michel travaillent encore ensemble sur le dernier disque projet, en fait, qui est un projet commun de Béatrice Utria et Michel Cloup, qui est vraiment dignement présenté dans cette exposition. Après, on a évidemment du Keith Haring. Alors Keith Haring, vous vous doutez bien, c'est du funk, du Philly Sound. Il a bossé pour des artistes de sa scène, qu'il a dû croiser dans le métro new-yorkais, j'imagine. Il y a un très beau vinyle illustré par Jean-Michel Bastia. Et dans l'actualité, alors j'écoute assez peu Lady Gaga, mais Jeff Koons a fait une pochette pour Lady Gaga, et vous imaginez que l'association des deux, ce n'est pas la quintessence de l'élégance. Hein. on a quelque chose où peut-être que la vulgarité à un moment peut devenir la quintessence de l'élégance, je ne sais pas, à chacun de juger. En tout cas, ça vaut vraiment le détour de voir tous les liens qu'il y a, évidemment, entre musique et art visuel, entre high and low culture, si on peut dire les choses comme ça. Il y a récemment, on a par exemple des artistes qui sont dans des gros moteurs, des gros camions du circuit art contemporain comme Urs Fischer qui fait des personnages en cire qui fait brûler, ce sont des statues, de la statue à l'échelle 1, des autoportraits qui laissent se consumer pendant des mois. Lui, il a fait une pochette pour les Yes, par exemple. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment... Alors, je sais pas qui va vers qui, à quel moment. Après, il y a des artistes, moi, une scène que j'aimais bien, c'est la scène allemande des années 70, mais pas la scène... pas la performance, pas les Viennois, les axonistes viennois qui étaient
Ouais. avait des choses à évacuer, mais il faut le faire un moment. Mais Qui était assez viril. voilà. Mais un artiste de l'Est qui était Airpunk, qui a une peinture très stylisée, assez proche de Keith Haring, mais qui n'a pas cette dimension pop, parce qu'on sent que elle est nourrie par un terreau un peu plus âpre et aride. Et un autre artiste qui était Martin Kippenberger, les deux nous ont quittés, qui lui était musicien aussi, donc des groupes de rock assez déglingués. Donc on les retrouve dans cette exposition. Il y a un artiste niçois qui s'appelle Arnaud Maguet, qui a un label qui est fantastique, qui s'appelle Les Disques en Rotin Réunis, qui a une centaine de références là depuis une dizaine d'années. Donc c'est très French Riviera. Hein. Ils se refont pas les Niçois. Donc c'est pas les Dum Dum Boys, mais on sent ce petit côté rock'n'roll décadent, mais à la limite du garage. Ouais, mais très très arty quoi. Et avec des pochettes magnifiques, une très belle esthétique. Donc voilà, je conseille Sound and Vision, ou plutôt Son et Vision, voilà, aux abattoirs. C'est jusqu'au 10 février. Ah ouais, on a le temps. Profitez-en. Et alors venons-en à Global Techno 8. Alors, c'est toujours très compliqué ce type d'exposition où on annonce comme ça une espèce de... pas d'instantané, mais sa vision de la techno, parce que c'est compliqué de partager sa vision avec les autres. Donc je connais assez bien Jérôme Carrier, le co-commissaire, parce que Global Techno, comme le dit le numéro, le 8, c'est le 8e épisode, ouais. Donc c'est monté par les personnes qui sont aux manettes de Radio FG. Radio FG qui... Radio Feel Good. Ouais. Radio Fréquence Gay aussi, et donc une radio plutôt militante, doublement militante, autant au niveau de la techno, parce qu'ils ont fait partie de ceux qui ont créé la techno-parade, et aussi sur le militantisme, la lutte contre le sida. Donc voilà, c'est aussi mettre la techno, et ça je trouve que c'est intéressant, à un niveau d'engagement et de lutte politique. Alors je ne sais pas si ça transparaît réellement dans l'exposition. L'exposition est plutôt hédoniste, et ça, c'est moi, si je peux retenir quelque chose de la techno, même si j'avoue que j'ai très peu fréquenté les raves, j'y ai goûté quand j'étais petit, à l'aube des années 90, et ça n'a pas été de mon goût. Bon, même si c'était sympa de marcher dans la boue sur un chemin de terre à Castelmourou jusqu'à une ferme abandonnée pour écouter du beat et des basses. Ah, ça le vécu, ça. Ouais. Donc voilà, si on n'est pas, c'est comme toutes les musiques, si on n'est pas coordonné au niveau substance, on a parfois du mal à se mettre au niveau. Mais dans l'exposition, il y a quelques pièces, en tout cas, ils ont réuni vraiment des œuvres que l'on voit peu ou pas par ici. Donc, il y a des œuvres de Jeff Mills. Donc, Jeff Mills a une pratique plastique. Plus musicale, voilà. Une pratique plastique. Il y a une robe, donc voilà, il dessine des vêtements. Et il y a une vidéo multi-écran, qui est très dans l'esprit de ce qui peut se faire en vidéo aujourd'hui. Des images très léchées, quelque chose de très lent, très contemplatif, très beau. C'est pas très surprenant, mais c'est du beau travail. Après, dans l'exposition, la part belle est faite à l'image, la photographie témoignage. Ça manque peut-être de photos réellement d'époque du versant justement abrupt de la techno, parce que moi, l'image que j'ai de la techno, à sa naissance, c'est ça, quoi. C'est les camions, c'est les Spiral Tribe, c'est vraiment... c'est dans la boue, quoi. C'est dans la gadoue. Oui, c'est pas sexy, c'est pas la French touch, quoi. Il n'y a pas d'esthétique très léchée là-dedans, ouais. Non, c'est pas la question. C'est plutôt brut, et c'est surtout... des murs de baffle, c'est guerrier, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui se fait en marge. Ça se fait sans autorisation. C'est une forme de résistance, quoi. Les Spiral Tribe, c'est l'autonomie. Les camions, les groupes électro, c'est eux qui touchent au plus près les idées d'Akimbe, quoi. Les zones de... et ça, c'est peu montré dans l'expo. Non, on est plus sur une esthétique léchée, finie. La vague, on va dire que la vague French Touch est passée là-dessus, et on est 3 décennies après, on est vraiment à l'heure d'une techno grand public. C'est ce qui touche tous les styles à un moment. Peut-être pas tous, mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé à la techno. Il y a toujours la version édulcorée 2. Malgré tout, l'exposition, il faut aller la voir, parce qu'ils ont vraiment réussi à créer une atmosphère. Le lieu qui est assez vaste. Le Siam. La grande galerie, la galerie du Tube à l'étage. Donc tout est plongé dans l'obscurité. Les murs sont peints en noir. Et ce qui est
par contre, une option, un choix de commissariat assez fort, c'est que voilà, sont montrés aussi bien des artistes plasticiens, des musiciens, des flyers. Il y a une multitude de flyers d'époque sortis de diverses collections locales et nationales. Chacun cochera le flyer de la soirée où il a été ou pas. Ensuite, il y a alors Xavier Veillant, qui est un des artistes français phares qui représentait la France à Venise lors de la dernière biennale, présente, c'est assez kitsch, c'est un artiste assez paradoxal, qui, il y a une vingtaine d'années, avait commencé à faire un boulot, moi, que j'avais adoré. Il avait reproduit une Ford T, donc la première voiture produite à la chaîne, et il l'avait faite réalisée à la main, quoi, tout en bois, travaillé, tourné toutes les pièces. Donc voilà, il avait un peu comme ça fait un switch entre la pièce industrielle et la pièce artisanale. Et là, c'est un peu quelqu'un qui fait moi, ce que j'appelle la statuaire, voilà, tout ce qui trône sur les places de nos villages. Bon, c'était le 11 novembre, dimanche dernier, les monuments aux morts, tout ça, c'est de la statuaire. Et là, il a fait le titre est beau, un peu angoissant, le meuble des producteurs. Donc c'est un meuble classique avec des petites statuettes d'une vingtaine de centimètres de haut qui sont, il y a Giorgio Moroder, il y a les Daft Punk, voilà, tous des producteurs de la musique électronique qu'il a scanné en 3D et ensuite fait travailler à la fraiseuse. Donc voilà, un lien entre une imagerie un peu... j'allais dire vétuste, mais c'est pas le mot, passéiste, ouais. Un peu poussiéreuse, technologiquement traitée de façon contemporaine, et qui fait un peu, on dirait, le meuble des ancêtres, parce qu'on présente comme ça des producteurs en activité, finalement, la statue, oui, bon, mais ça donne une dimension un peu mortifère au projet. Ensuite, il y a des pièces vidéo, enfin, en tout cas, ça montre bien la diversité de la production en art visuel aujourd'hui. Je ne sais pas si ça donne... et de toute façon, on ne peut pas limiter un mouvement comme ça, surtout un mouvement aussi varié comme ça dans une exposition. Mettre en image le son, c'est compliqué. Tout à l'heure, je parlais des rayons, des étalages de certains magasins de musique pour l'exposition des pochettes aux abattoirs. Justement, voilà, ces deux expositions viennent jouer avec le son et ça montre aussi cette difficulté-là de matérialiser le son, parce que si on met un morceau dans une pièce, on n'en met qu'un. Par contre, on peut mettre plusieurs images dans la même pièce, etc., etc. À Global Techno, il y a une très belle pièce d'un ami à moi qui s'appelle David Brunner, qui a fait une sorte d'hôtel à Moog. Il a fait 3 claviers Moog, à part qu'ils ce sont des sculptures. Un fonctionne, il l'a programmé, ils sont en plexiglas transparent. Donc c'est un peu comme une imagerie filaire 3D de ces instruments emblématiques, non pas de la techno, mais de la musique électronique, là. Mmh. Voilà. Et sinon, je voulais annoncer quelques expositions. Si j'ai deux minutes. Donc, rappelez simplement que Global Techno, c'est au Siam. Et dans d'autres endroits en ville, puisqu'il y a aussi des concerts, il y a aussi au Bikini le 7 décembre avec l'association Regard. Il y a Dave Clark qui va mixer. Et le 22 novembre, aux abattoirs, il y a une soirée avec un des co-commissaires qui s'appelle Jean-Yves Leloup. Par contre, le 22 novembre, j'expose au Salon Reçois, c'est chez Laurent Rodoulès. C'est un artiste qui fait une expo chez lui chaque 22 du mois depuis 1993. Le plus ancien lieu d'exposition d'art contemporain à Toulouse. Il faut simplement donner l'adresse. C'est 274 rue Henri Desbal. Voilà. Quartier Ampalo. Quartier sinon, Bagatelle. Ce dimanche, allez sur le site de la région ou sur le Facebook de Lieux communs. C'est les ouvertures d'ateliers sur toute la région Occitanie. Des artistes plasticiens. Donc, vers chez nous, à Bonnefoy, il y en a pas mal. Il y a IPN, il y a Théa, il y a nos voisins de l'imagerie, des artistes qui reçoivent chez eux, Catherine Branger, etc. Enfin, il y a une carte, il suffit d'aller voir sur la carte et on peut
Donc, rencontrer les artistes dans leurs ateliers, ça vaut vraiment le déplacement. Ce dimanche, le site, c'est porte ouverte atelier. C'est la région, c'est sur le site de la région occitanie.fr, ouverture d'atelier. Ce dimanche. Voilà. Eh bien, très bien. On va peut-être en rester là-dessus, si ce n'est que vous allez nous dire 2-3 mots du morceau qui va clôturer votre chronique. Ah oui. Enixpech. Enixpech, oui. Donc Enixpech, justement, a travaillé avec David Brunner. Il a fait la bande originale d'une expo de David que nous avions fait à Lieu commun. L'expo s'appelait Génération Quantique. Voilà, on était pris vraiment. David nous avait fait voyager au fin fond de l'univers. On n'était plus au quartier Bonnefoy. C'était vraiment la magie de l'art. Et Henning avait écrit cette BO. Là, on va pas écouter la BO, on va écouter Les Agudes, un très bel album d'Henning qu'il a sorti chez 2000 Records, label toulousain bien connu. Henning, c'est une musique très fragile, très organique, très sentimentale. Enfin, moi, c'est une musique qui me touche beaucoup. Et le disque est dans l'expo Sound and Vision. Aux abattoirs. Voilà, on écoute tout de suite donc Enixpech, Daddy's Gone. Tonight.
véritable, du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà, nous allons passer les 35 minutes qui nous séparent de la fin de cette émission avec Fabien Duscombs, batteur bigourdan, je le disais en introduction de cette émission, bien connu à Toulouse. Tout à l'heure, on citera la liste des groupes dans lesquels il officie actuellement ou il a officié. Vous verrez, c'est une liste longue comme un jour sans pain, qui a lâchement laissé tomber ses camarades de jeu, puisqu'ils viennent de quitter l'Impro, bar célèbre pour ses soirées jazz, bar de la rue Gambetta, qui ce soir accueille un nouveau quartet. C'est pas une première mondiale, mais c'est une deuxième mondiale. La première ayant eu hier à Tarbes, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Deux mots sur ce quartet. On y retrouve Marc Desmereaux à vos côtés. Oui, Marc Desmereaux. Il y a Éric Brochard à la basse électrique. Il utilise d'ailleurs une basse un peu bizarre, puisqu'il utilise une basse 8 cordes. Ah ouais. C'est le principe comme la guitare 12 cordes. En fait, c'est une 4 cordes, mais les cordes sont doublées. Donc, ça donne un son assez étonnant. Il faut simplement avoir des pognes formidables pour pouvoir pincer toutes les cordes. Ouais, mais Eric, il a des bonnes pognes. Ouais. Et avec pas mal d'effets. Et Julien Touéry au clavier, en fait, c'est lui qui a réuni cette équipe. C'est la faute de Julien Touéry. On lui dira à la fin du concert. Si L'impro qui ne portera jamais aussi bien son nom ce soir, puisque l'ensemble de la musique est complètement improvisé. Vous ne pouvez pas en dire quoi que ce soit. Et évidemment, il n'y aura pas de traces sonores. Par contre, des traces sonores, vous nous en avez amené plein, puisque le principe de ces interviews pour cette 30e saison, c'est d'essayer de faire un peu mieux connaissance avec un certain nombre d'artistes qui ont été largement écoutés dans ce programme, et on en parlera dans quelques instants. Merci déjà de ça. C'est vrai que Fabien Duscombs, le son de sa batterie, on l'a entendu dans plein de groupes, que ce soit Le Tigre des Platanes, Cannibal et Vainé, La Friture Moderne, j'en passe, et des dont on va parler tout à l'heure. On faisait plutôt de la batterie à deux dans La Friture, parce que comme c'était une fanfare, c'était... Il y avait la caisse claire. Moi je faisais la caisse claire, et Pascal Portejoie faisait les grosses caisses. Les grosses caisses. Ouais. Donc tous ces groupes-là qu'on a largement écoutés dans cette émission, mais on vous a aussi demandé d'amener... 3 disques, c'est vrai que c'était une gageure, comme on dit dans les radios branchées, mais vous nous en avez quand même trouvé 3. On va écouter le premier, vous nous en parlez après. Ok. Don't believe a word I say. Not that you would anyway. I may be insincere, but it's all downhill from here. If I seem to you just a little bit remote, you feel better if you call me a misanthrope, or whatever floats your boat. Alors ça, première surprise, je vous annonce comme chantre de la scène impro toulousaine, et vous nous sortez du rock'n'roll des années 70, non, même ça peut-être... Non, ça c'est les années 90. C'est 90, ça. Je sais plus quelle année. Jim O'Rourke... Peut-être même début 2000. Oh non. Bon. Enfin, pourquoi ce choix-là? En plus, je vous avais demandé des gens pour qui avaient eu une influence manifeste dans votre jeu. Si en plus ils viennent des années 2000, votre jeu était déjà installé depuis quelque temps quand même. Oui, mais j'ai pas pris ça... Un peu escroc. Non, en fait c'est hyper difficile cet exercice de demander à quelqu'un... Parce qu'en fait, ce que vous m'avez demandé, mon cher Joe, c'est amenez-moi 3 disques qui vous représenteraient. Ça, c'est extrêmement compliqué à faire. Et j'ai pris ça en fait parce que moi au départ, comme beaucoup je pense de gars de ma génération, je suis autodidacte déjà musicalement, et donc la première chose que j'ai entendue dans ma vie c'était du rock, et plutôt même du hard rock quand j'avais 13 ans, et je trouve que Jim O'Rourke c'est une belle image de ça.
Je veux dire, ça c'est un album plutôt rock qu'il a réalisé, parce qu'il a fait énormément de choses très différentes. Et dans ce disque-là, il y a, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui a à voir avec le pourquoi j'ai eu un jour envie de faire de la musique. La musique, justement. Et en même temps, il représente aussi aujourd'hui ce dans quoi je pense me situer, c'est-à-dire un endroit où en fait on n'essaie pas de mettre on en met toujours des étiquettes, mais on a envie un peu de les faire voler en éclats. De casser un peu les barrières. C'est-à-dire on peut très bien faire de la chanson. Là, je fais partie d'un groupe en Bourgogne où on sort un disque en février. C'est vraiment de la chanson. C'est pas très éloigné de ça. Il y a un petit côté Nick Cave, on nous a dit aussi. C'est vraiment de la chanson. Et en même temps, j'adore faire ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire de la musique improvisée. Voilà. Et Jim O'Rourke est comme ça aussi, donc voilà, je me suis dit que c'était un bon point de départ. La musique, c'est arrivé comment, justement? Donc, vous disiez de ma génération. Quelle génération? Moi, je vais faire 50 ans l'an prochain. D'accord, très bien. Ouais, je suis 69. Donc voilà, j'allais dire début des années 70. Voilà, 69. Donc, la musique, ça arrive comment pour quelqu'un qui naît à la fin des années 60? Ouais, ça arrive par hasard, parce que moi, je pense que jusqu'à l'âge de 12 ans, ça m'intéressait pas. Dans ma petite tête de pré-ado, je rêvais d'être illustrateur, je pense, un truc comme ça. Ça m'aurait vraiment plu. Et puis en fait, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a fait de la batterie dans les orchestres de Bâle à l'époque. Alors par contre, le mystère, c'est plutôt lui. Comment un gars qui est né en 1935 au fin fond de la campagne, dans les Hautes-Pyrénées, au pied des Pyrénées, voilà, va tout d'un coup entendre parler de Django Reinhardt, quoi. Ah ouais. Là, ça c'est plutôt un mystère. Ça c'est un truc qui m'a toujours un peu étonné. Il n'a jamais réussi à me répondre vraiment, mais bon. Et donc il y avait une batterie chez moi, dans la maison familiale, et un jour j'ai trouvé cet instrument. Elle était dans le grenier, elle était dans une malle. Vraiment derrière une bâche toute poussiéreuse, non, dans une malle. Elle était dans une malle bien protégée, très bien rangée. Une malle dans laquelle j'ai joué pendant toute mon enfance en fait. Et un jour je me dis mais je suis sûr qu'elle est là-dedans, et j'ouvre la malle et je trouve cette batterie. Et là je la monte et puis je commence à faire n'importe quoi. Et donc ça commence. Donc vous dites autodidacte. C'était dans une grange, au moins vous pouviez faire du bruit. Ah oui. C'est quoi après la pratique? C'est des groupes de collège, ou c'est des groupes de bal, ou c'est des... C'est des groupes de collège. Ouais. Vraiment, mais c'est une pratique complètement amateur, empirique, ni queue ni tête, absolument. Ouais. Vous êtes passé par l'école du bal ou pas? Alors non, moi j'en ai à peine fait un petit peu, une demi-saison en fait. Et comment on se retrouve après à en faire un métier? Là, c'est des sacrées rencontres qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, c'est aussi une espèce de... Oui, c'est des rencontres, c'est des rencontres, en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai eu fini, entre guillemets, mes études... Études de quoi? Si j'ai fait un bac de marketing. C'est des trucs vraiment ridicules, donc... Et après, j'ai fait un BTS de publicité, moi. Ah ouais, ça c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment ridicule. C'est ce que je dis, c'est vraiment n'importe quoi, donc j'en parle pas. Non. Et à l'issue de ça, en fait, j'avais... C'est bon, quoi, dans ma tête, c'était clair, quoi, je voulais faire ça. Sauf qu'évidemment, il fallait que je travaille. J'avais pas du tout les moyens de me présenter, d'aller jouer avec des gens comme ça, c'était pas possible. Et le hasard a fait que j'ai rencontré une bande de gens, en fait, qui étaient dans le Gers. Voilà, qui avait à l'époque une asso qui permettait on pouvait vivre avec ça. Et donc, j'ai passé 2 ans et demi avec eux. C'était tout l'esprit vie en communauté, etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Moi, je veux quand même des noms, qu'on puisse se situer. Non, c'est des gens... Non, mais la sauce, par exemple. Ça s'appelait Chorus. Ah ouais. Je sais pas, ça, non, c'est complètement... Et donc, c'était quoi? C'était un lieu de diffusion C'était des gens qui vivaient en commun, en fait, qui faisaient de la musique. Ouais. Et donc, il y en avait qui étaient, qui savaient lire, écrire. Et qui savaient jouer. Ouais. Je savais jouer un peu quand même. J'étais pas... Si moi accepté, c'est que ça marchait aussi. Et la technique, elle arrive comme ça, en confrontation avec des gens qui... Oui, on commence à travailler sur des répétitions sauvages, des choses comme ça. C'est ça, en travaillant pas mal. Puis à l'époque, il n'y avait pas du tout YouTube, etc. C'était vraiment écouter des disques... essayer de reproduire ce que j'entendais, c'était rigolo. Ça fait beaucoup travailler l'oreille et la mémoire, et ça c'est pas mal. Et dans les disques que vous écoutiez, sans doute à cette époque-là, il y avait celui-là.
Voilà, Nefertiti, Miles Davis à la trompette. Donc c'est à peu près ce que vous écoutiez dans ce début des années 90. Ouais. Et ce groupe a été évidemment une... Deux mots sur ce groupe-là. Pour une révolution, enfin pas que pour moi de toute façon. C'est un groupe qui a changé, on peut dire, la face de la musique. Donc on y retrouvait au sax. C'est Wayne Shorter, c'est une composition de Wayne Shorter. Il y a Herbie Hancock au piano, il y a Ron Carter à la basse et Tony Williams à la batterie. Et ce morceau a un truc qui est assez étonnant même pour l'époque. C'est-à-dire le thème est joué en boucle tout le temps. Et le gars qui improvise, c'est le batteur en fait. Ouais. Mais c'est pas vraiment un solo de batterie. Il est entre les deux. Et quel batteur. Ouais, ça a été... Moi, quand j'ai entendu ça m'a fait exploser... Ça veut dire que là, on passe des heures à essayer de reproduire ce qu'on entend. Oui, on essaye. Ouais, non, mais voilà, mais c'est vraiment. Vraiment. Bah oui. On s'y casse les phalanges. Ouais, et puis il y a pas que les phrases, il y a pas que la rap. Enfin là, en plus, il joue très calmement. Bon. Mais c'est surtout ce son aussi de cymbales, moi, qui me hante toujours aujourd'hui. Vraiment. C'est un batteur, c'est quelqu'un qui peut être aussi très attentionné à ce style de détail, le son de la cymbale. C'est pas simplement que fracasser les pots. Ah ben non, mais malheureux, mais vous n'y pensez pas. Moi je viens plutôt du hard rock. Et alors j'ai même connu des disques où les mecs avaient enlevé les cymbales. Il y a de très bons batteurs, même dans le genre. Je veux. Oui, le timbre c'est hyper important, bien sûr. Et donc dans cette série de disques que vous nous avez amenés, il y a ce troisième, j'allais dire assez classique pour quelqu'un qui peut se revendiquer aussi de la musique libertaire, pour pas dire du free jazz, l'Art Ensemble de Chicago. Il faut pas dire ce mot-là, ça fait peur à tout le monde, le free jazz. Vous savez ce que pouvait dire Steve Lacy par rapport à ça? Non. Un jour que nous l'interviewions dans cette émission, parce que, ça fait peut-être snob, mais nous avons interviewé Steve Lacy dans Caramel Mou il y a quelques années. Je vois Jean-Pierre qui écarte les bras et je les écarte aussi. Voilà. Et il nous racontait cette histoire il a commencé à jouer avec Ornette Coleman dans sa première formation autour de l'album Free Jazz, justement. Et il disait qu'il en a eu marre de cette musique et qu'il est parti en courant parce qu'il y avait écrit Free Jazz et tous les gens croyaient que le spectacle était gratuit et personne ne voulait payer les places. Et il disait, je suis parti parce que je me disais jamais je pourrais gagner ma vie avec cette musique. Je connaissais pas cette anecdote, je la connaissais pas. Donc voilà, on écoute l'Art Ensemble et on en reparle après. Get in line, nigga. It's time for soldiers. Get in line. Là, on est vraiment, même s'il ne faut pas le dire, on est vraiment en plein free avec cet album-là. Ah ben on l'est d'autant plus qu'on est dans l'époque. Historiquement, enfin Jean-Pierre pourra l'attester, ce qu'on appelle le free jazz, c'est aussi c'est les historiens de la musique, on définit une époque précise.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est même... Dans l'époque, c'est quand même lié énormément à tout le mouvement de revendication des Noirs aux États-Unis. Ah, mais Donc c'est fin des complètement. années 50 et milieu des années 60. Complètement. Voilà, et même si aujourd'hui on peut en fait jouer des choses et des formes qui sont très proches de ça, bon, oui, c'est du free jazz, mais on va essayer de trouver des nouveaux termes. Parce qu'en plus, ce qui est ridicule dans toute cette histoire, c'est qu'en fait, ce mot de free jazz fait fuir tout le monde. Ouais. Tout le monde a peur pour ses petites oreilles, chastes. À part les gens qui aiment ça, évidemment. Ouais. Mais... Bon, faut dire qu'au milieu des années 60, écouter cette musique, effectivement, ça a dû remuer pas mal. Oui, et puis ça voulait dire quelque chose. Et c'était vraiment un cri. Voilà. C'était vraiment un cri. Absolument. Comment celle-là, cette musique-là et ce cri vous bouleverse au point de vous dire, tiens, c'est peut-être aussi vers là que je pourrais aller? Oh, c'est de la découverte, je sais plus voilà. C'est via Coltrane en fait que je découvre tout ça, moi. Parce que je passe de mes années rock à un moment donné, j'ai envie d'autres choses. Et j'ai la chance de rencontrer des copains qui ont des frangins plus âgés. Et ça sert toujours. Et ouais, donc les frangins plus âgés ont fait écouter aux copains d'autres choses. Et là, je découvre des choses comme Magma, par exemple, qui pareil me font exploser les neurones. Et j'ai 17 ans, quoi. Et j'entends ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'y retrouve en fait l'énergie vraiment du rock et ce côté qui peut être justement un petit peu révolté et avec des dimensions complètement autres. Voilà, et de fil en aiguille, donc je m'intéresse à ça. Et Christian Vander ne parle que de Coltrane de toute façon, donc je me dis il faut que j'écoute ça. Et là, je reprends une bouffe. Alors là, j'achète Love Supreme. Je me souviens, on était avec un copain à Toulouse et on achète Love Supreme. C'est la version live à Antibes. Celle où André Francis fait son petit laïus là, qui est assez célèbre aujourd'hui. Et voilà, et on écoute ça tous les deux. Et ni lui ni moi ne connaissions John Coltrane. Et on écoute ça et on reste muet pendant les deux phases du vinyle. Et à la fin, on se regarde, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on l'a remis. Pour comprendre. Incroyable. Et voilà, et en découvrant la discographie de Coltrane, évidemment, à la fin de sa vie, il est très proche de ces musiques-là. Et donc voilà, et après c'est le plongeon, quoi. Ouais, c'est le plongeon. Mais c'est le divin plongeon. C'est super. Premier concert. C'est-à-dire en tant que spectateur. Oh là, j'en sais rien. Je dois être ado dans une salle des fêtes de campagne avec un mauvais groupe de hard rock qui joue. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Et premier concert de jazz? Premier concert de jazz, qu'est-ce que ça peut être? Waouh, je sais pas. Difficile de me rappeler. Voyons. Probablement en Marciac. Dites pas ce nom devant Jean-Pierre Lérac, il va faire une syncope. Je sais, mais dans les années, à la fin des années, non, c'est milieu des années 90, Marciac n'était absolument pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était encore un festival familial et on avait un de nos potes de lycée, ses parents étaient impliqués dans l'histoire et on allait faire les petites mains, quoi. Ouais. Et c'était génial. Moi, du coup, j'ai croisé Daniel Humer de près. Immense batteur. Pareil, incroyable. Et j'ai eu la chance de le voir. J'étais quasiment assis derrière sa batterie pendant les concerts, derrière le rideau, quoi. Oui. Et ça a été, voilà. C'est pour ça que je pense que c'est ça. C'était peut-être, ça devait être Guy Lafitte, avec Humer. Je me souviens avoir vu Sam Woodyard. Ah oui. Qui était là, quoi. C'est le batteur de Duke Ellington. Sauf qu'à l'époque, je savais pas qui était Sam Woodyard, moi. J'ai vu ce vieux black arriver comme ça. Ils l'ont monté sur scène. Il avait du mal à marcher. C'était Guy Lafitte qui l'invitait. Et une fois qu'il a été derrière la batterie, mais c'était plus le même gars, quoi. Il s'est mis à jouer. C'était incroyable. Ils ont fait un blues, dans mon souvenir, il y a longtemps. C'était incroyable. Bon, on va parler de souvenirs, justement. Moi, pour ma part, je vous ai un peu découvert au milieu des années 90. Ouais, c'est ça. Notamment avec ce groupe qu'on va écouter tout de suite. Et accrochez-vous, ça va vous rappeler quelques souvenirs assez sympathiques.
là, ce qui me fait quand même assez plaisir, c'est qu'une minute et demie pour se souvenir le nom du groupe. Alors, Total, j'avais oublié ça. donc Glaçonium, Ouais. le premier groupe de Vincent Ferrand, le contrebassiste, avec au piano et à la voix Claire Subiette, qui sera notre invité le 14 décembre. Eh bien, ce sera bien si elle n'écoute pas l'émission de lui faire la même. Voilà, mais je pense que je la ferai. Et puis, musique formidable, Ouais. avec plein de bruitage, travail sur le sol, le bruit et tout ça, et avec des moments d'improvisation comme là, qui sont assez jouissifs. Enfin, c'est vrai que Glaçonion faisait partie, par contre, et c'est là que je vais en venir, au-delà de l'anecdote du fait que pendant une minute et demie, vous avez eu des frissons en disant « Punaise, qu'est-ce que c'est, je reconnais pas ». Par contre, là, on a bien entendu le début, que les cymbales, ça vous plaît. On les a bien entendus se faire défoncer. Défoncer, n'allons pas jusque-là. Ce groupe faisait partie d'un collectif qui est né au milieu des années 90 et qui a un peu boosté et un peu révolutionné la scène jazz toulousaine, qui jusque-là était un peu engluée dans un néo-bop qui était apparu au début des années 80 et qui continuait. Ce collectif-là, c'était le complot ultra frêle, le CUF, dont vous avez fait partie des bâtisseurs. Ah oui. C'était quoi l'idée ? Il y avait cette idée de collectif ? En fait, ouais. Alors, ça vient de... C'est pas vraiment... L'origine de ça, c'était... Il y avait déjà des gens à Toulouse. Il y avait Eric Payet, il y avait Yannick Puy-Barré, il y avait... Je vais en oublier plein. Donc, donc il y avait Claire Subiette. Non, pas à cette époque-là. Ils avaient déjà bâti une espèce de... Non, ce dont je parle, c'est pas le CUF, c'est avant. Ils avaient déjà, créé une espèce de petit collectif qui s'appelait le Punk Jazz Collectif. Ouais. Voilà. Avec des putains de concerts du punk jazz au Mandala. Voilà. Et ils avaient commencé un petit peu à... passez-moi l'expression, foutre un peu le bordel, gentiment, à débouler au Mandala, etc. Et Jeannot s'est vraiment pris d'amour pour ces jeunes crétins, je dis ça avec énormément d'amour, qui avaient envie d'en découdre, quoi. Et il leur a proposé, je crois que c'était à l'époque, le premier mercredi de chaque mois, je crois. Si des gars du punk jazz pardonnez-moi il y a longtemps. Et en fait, à l'issue de ça, moi j'avais un trio de jazz qui est devenu quartet après. Et on s'est rencontré avec Eric Payet, qui en fait a grandi à Tarbes. Voilà, et qui est un saxophoniste qui a disparu de la scène toulousaine, qui est parti aux États-Unis. Il est parti. Il est revenu. Maintenant il vit dans le Perche. Il enseigne là-bas. Il mène à la fois une carrière de musicien et puis et d'enseignant. Il a essayé de faire son trou à New York et malheureusement c'est la légalité qui lui a empêché de. Il n'avait pas sa carte. Et non, il n'a pas pu l'avoir et donc il a pas pu, quoi. Bon, enfin voilà. Bref, passons. Et donc à l'issue de ça, cette rencontre et tout ça, on s'est dit tiens, on va essayer avec nos petits moyens de l'époque, de fédérer quelque chose un peu entre guillemets solide. Et on a monté le CUF, le collectif, le complot ultra frêle. Le nom a été d'ailleurs trouvé par Yannick Puy-Barré, avec qui je rejoue aujourd'hui au sein des Tobrogoy. Voilà, c'est rigolo. Le groupe de collège genre. Voilà, et à l'époque, il aimait bien bidouiller les vieux Atari, et donc il avait fabriqué, ou je sais pas, je crois que c'était ça, une espèce de petit système qui fabriquait des noms aléatoires. Et quand on cherchait un nom pour le collectif, il y avait ce CUF qui est apparu, qui phonétiquement fait fuck à l'envers. Phonétiquement, je parle. Ça nous a beaucoup fait rire. Et donc vous l'avez gardé. Nous on s'est posé pendant des années la question de mais putain pourquoi ils ont appelé ça parce que c'était vrai, on était ultra frêle, on n'avait aucun moyen d'action, pas d'argent. Mais par contre avec juste des envies, des soirées absolument formidables, avec un maître des cérémonies, 3 ou 4 groupes à chaque concert. Il y avait vraiment, et pour rappeler un peu les groupes, il y avait Les Arbres qui ont joué avec Equidad Barres. Ça c'était le trio que j'avais avec Vincent Ferrand et Eric Payet. Et voilà, et ça vous avez fait partie. On a invité Equidad. Voilà, il y avait La Goutte, il y avait le duo Pique-Paille, il y avait Glaçonion qu'on vient d'écouter, il y avait Mao Agite, le Molly Julienne qui était une formidable représentation du collectif. Voilà, et là, grand merci à Jean-Pierre Léra qui est en face de moi, qui nous a quand même permis de jouer. C'était en 98, si je me rappelle, je crois que c'était 98 en première partie de Passaggio, sur la grande scène à Luz.
Grand souvenir. Voilà, donc il y avait des groupes comme ça Merci, Jean-Pierre. qui ont foutu un peu le bordel à Toulouse à cette époque-là, et c'était tant mieux. On est un peu sorti du ronron de la scène jazz tout à l'heure à cette époque. Ces propos n'engagent que voilà. vous. Hein, il nous reste 5 minutes. On va quand même écouter le prochain, parce que ça aussi, pour moi, ça reste emblématique de votre travail à la batterie et au sein d'un groupe, parce que je le disais quand même, le collectif semble plutôt important dans votre façon d'aborder la musique. Mais aujourd'hui toujours, hein, je ouais. joue avec des gens depuis... avec Marc Demro, ça va faire 20 ans qu'on joue ensemble, avec Pierrot Pépin, avec Colin Jor, c'est pareil, ça fait plus de 15 ans. Et avec Robin Finger, ça fait bientôt 10 ans. Julien Touéry, même s'il est jeune, ça fait quand même presque pas mal. 10 ans aussi, parce quasiment. Que Farm Job, 10 ans. il en faisait déjà partie. Ouais. Et c'est vrai que cette idée de groupe et de continuité, c'est quelque chose qui est important. C'est peut-être un peu le nerf de la guerre, non ? À une époque où tout se veut libéral. Ah ben oui, ça, je sais pas si c'est le nerf de la guerre, mais c'est au moins révolutionnaire. Ça en tout cas, et dans les groupes qui sont emblématiques un peu de votre carrière, il y a celui-là. On l'écoute aussi. Celui-là, vous allez le reconnaître nettement plus facilement, je pense. Voilà, donc ça c'est vite 4 mesures, on l'écoute un peu en fond, 4 mesures du Tigre des Platanes. Vous me disiez pourquoi ce morceau il n'est pas très représentatif de ce que fait le groupe, sans doute, mais c'est aussi pour donner une autre vision de votre jeu, où là on vous entend pas taper comme un bûcheron sur vos pots, mais jouer tout en finesse avec les cymbales et avec plein de petits objets là que vous avez mis à côté de votre batterie qui cliquent. Le Tigre des Platanes, ça aussi c'est une sacrée histoire, sacrée histoire de groupe. Ah oui. Avec aussi la rencontre d'une culture. Oui. L'Éthiopie. Voilà, au beau milieu de l'aventure du Tigre, il y a eu la rencontre avec l'Éthiopie. Ouais. Et oui, ça a été un moment incroyable, la rencontre avec Étélé Chouassier. Étélé Chouassier, la chanteuse, qui vous a donné aussi des envies de continuer à jouer avec des Éthiopiens, puisque vous jouez aussi avec un joueur d'une espèce de harpe, de lyre là. Oui, moi je continue là de jouer avec des Éthiopiens, et d'ailleurs on part jouer en Afrique là au mois de février. On part au festival de Zanzibar. On va jouer à Nairobi aussi, et on va les retrouver à Addis Abeba. C'est un groupe qui s'appelle Kazanchis. Donc au départ c'était un trio Kazanchis, avec Jeroen Visser qui est hollandais, qui fait partie de la famille ZX du début. Lui il faisait le son, il faisait pas mal de bidouillage sonore, etc. Et ça fait 20 ans maintenant qu'il vit à Zurich. Et donc il y a lui, au départ il y avait Meseleas Mamao qui joue le krar, c'est la lyre, et qui chantait. Le krar. Depuis l'histoire s'est étoffée, il y a eu Hendry Sasson qui nous a rejoint au Massinko, le violon à une corde. Voilà, ça s'appelle donc, après ça s'est appelé Trio Kazanchis plus 1. Et maintenant on a la chance que Christian Weber, magnifique contrebassiste suisse, se joigne à l'aventure. Et là on va être donc un quintet. Voilà, parce ça ne sera pas un trio plus 2. Ça va s'appeler comme ça. Trio Kazanchis plus 2. si. Et on vient d'enregistrer le 3e album au mois de janvier ici au studio de la Trappe à Toulouse. Grand bonjour à Triboulet. Et voilà, on est en train de le mixer, et ce disque va sortir, j'espère, dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Donc oui, je continue des aventures avec l'Éthiopie. Pour se quitter, on va juste écouter quelques notes du 3e que j'avais sélectionné pour vous, parce qu'il donne aussi une autre idée de ce que vous pouvez faire. Alors là, c'est aussi avec un trio. Juste avant de vous laisser et que vous retrouviez vos petits camarades à l'impro pour une soirée d'improvisation totale en quartet. Mais on écoute quelques mesures de ce trio-là. Là aussi, je pense que vous devriez le reconnaître assez facilement.
Voilà, simplement pour sonoriser un peu ce trio, le trio Cassap, Toueri, Duscoms. Ouais. Donc Cassap, Oui, Sylvain Cassap, voilà, ouais. immense musicien Oui. français. Oui, c'est rigolo. Moi, la première fois que j'ai entendu Sylvain, c'était à Jazzaluz, quoi. Ouais. J'étais dans le public. Ouais. Et pareil, j'ai adoré. J'étais loin de me douter que 20 ans après, j'allais jouer avec lui, quoi. Avec un traitement de la musique là qui est proche aussi de la musique libre, de la musique libertaire. Ça, ce qu'on entend, c'est totalement improvisé aussi. Ouais. Oui. Ce trio, c'est-à-dire avec Julien Toueri au piano. Ouais. Ça, c'est vraiment de la musique complètement libre. Comment on se met en état de pouvoir comme ça passer une heure et demie avec des musiciens sans avoir préconçu les morceaux avant le départ? On s'écoute beaucoup. On fait ça avec quand même des gens avec qui on sait qu'il va y avoir un échange qui va se réaliser. Enfin, on pourrait très bien faire ça aussi avec des gens qui ne se connaissent absolument pas, mais bon, c'est peut-être un peu plus chaotique. Là, en l'occurrence, on sait un peu ce qui peut arriver. Et après, on s'écoute, en fait. Et voilà. Et on construit des choses ou on les déconstruit. Après, on pourra en parler pendant des heures. Voilà, et faudra revenir pour en parler. Avec plaisir. C'est presque 19h. Cette expérience-là, vous allez la retenter ce soir. Ouais. Vite fait, rappelez-nous vos camarades de jeu, Marc Desmoreaux, Julien Marc Toueri. Desmoreaux qui va jouer du sax et de la scie musicale avec des effets. Julien Toueri va jouer des claviers. Éric Brochard de la basse électrique et je serai à la batterie. Et voilà. Et c'est assez rock'n'roll en fait. Et ça, c'est à l'impro, c'est à 20h30. Ouais. On aurait pu écouter plein d'autres choses. Simplement rappeler que vous faites partie aussi des Bedmakers, de Cannibal Evrainé, de la friture moderne, que vous avez un duo avec Laurent Paris, là aussi, immense batteur toulousain. Un duo avec Aspulson. Voilà, que l'on connaît ici, puisque vous êtes venu nous jouer des morceaux en direct il y a 2 ans. C'est vrai. Voilà, c'est une façon de multiplier les expériences qui est un peu la marque de votre parcours, Fabien Duscoms. Merci d'être venu partager cette heure avec nous. Caramel Mou, pour le coup, c'est terminé. Rappelez simplement donc, que ce soir, vous êtes à l'impro, et ça, c'est une bonne nouvelle, et qu'il y a une nouvelle formation Soul Jazz au taquin ce soir. Ça s'appelle Human Songs, et ça, c'est à partir de 21h. La Coff Poésie, quant à elle, proposera la dernière série de sa lecture-concert avec Taïga, lecture d'un texte de Vassili Peshkov, mis en musique et joué en direct par Agafia, le duo regroupant Laurent Paris et Marc Maffiolo au sax. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Juste après moi, We Funk avec B-Side. Salut les filles, à la semaine prochaine. Go chase yourself. Go fly a kite. Go climb a tree. Go take a hike. Go jump in the lake. Go fuck a duck. Or whatever. Not sure if there's a heaven, unlike what the men once said. For hell is all around me, not just inside my head. Look at all the stupid people, their finger on the trigger, and sharing all that lead. What can I say? Go figure. Go find it. Vous venez me parler de quoi? Pas de la crise du disque.